Bienvenue dans la deuxième partie du débat. D'un côté, il se veut moderne et ouvert. De l'autre, il est l'artisan du durcissement de la politique régionale de l'Arabie Saoudite. Que veut Mohamed Ben Salman, le nouvel homme fort de l'Arabie Saoudite, qui vient de se livrer à une très grande purge? À l'international, affiche-t-il un durcissement de la ligne? Clarence Rodriguez, le conflit au Yémen, en est-il l'artisan? Absolument. C'était en 2015, le 25 mars 2015. Il faut savoir que Mohamed bin Salman s'est retrouvé catapulté, si je puis dire, chef de guerre, ministre de la Défense, alors qu'il n'a aucune expérience. Et donc, il est à la tête donc, de la coalition de pays arabes. Et donc depuis 2 ans et demi, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le petit Vietnam saoudien. Les Saoudiens aimeraient, je veux dire, se sortir un petit peu de ce mais pas lui. Ah ben si, mais ils ne trouvent pas, si vous voulez, de solution. Il s'est engouffré dans un conflit qu'il ne maîtrise plus. C'est ça le problème, c'est que si vous voulez, c'est ce qui peut peut-être faire peur, c'est de prendre des décisions sans calculer, je veux dire, les conséquences. Et je pense que le conflit au Yémen en est une. Au départ, pourquoi l'a-t-il engagé ? Ils veulent pas. L'explication qui a été donnée, c'est on ne veut pas d'un Hezbollah à nos frontières, parce qu'il y a une minorité chiite au Yémen évidemment, et de toute façon il y a un fantasme totalement pathologique avec les chiites et l'Iran, et tout ce qui peut ressembler à un bras armé de l'Iran autour des frontières saoudiennes, c'est une rivalité de toujours qui tourne quand même à l'obsession. Donc ça va ressembler au Vietnam, cette affaire du Yémen, c'est extrêmement grave. David Rigoulet-Rose. Oui. Aujourd'hui, plus que jamais, je dirais, l'Arabie Saoudite a le sentiment d'être encerclée. Elle a un syndrome obsidional qui, avant, était plutôt le fait de l'Iran. Mais avec l'évolution de la situation politique, ça s'est finalement déplacé. Et aujourd'hui, ce sentiment, c'est le sentiment des Saoudiens. Donc, il y a l'obsession iranienne, qui est prégnante, et évidemment... Et qui est présente dans donc, ce conflit au Yémen. Ah oui, mais parce que les Iraniens soutiennent les rebelles Houthis. Absolument. Quand on regarde toutes les décisions qui sont prises sur le plan extérieur, on pourra revenir sur la démission de Hariri, notamment aussi. On va y revenir. Il y a toujours la variable iranienne et chiite. C'est-à-dire que les chiites sont considérés comme une 5e colonne potentielle de l'Iran. Donc le Hezbollah, à ce titre-là, fait figure de bras armés iraniens dans la région. D'où le Hezbollah bis au Yémen. Alors il y a effectivement, les Iraniens ont vraisemblablement mandaté un certain nombre de membres du Hezbollah pour ne pas être accusés directement d'intervenir. Mais enfin, cette intervention iranienne est quand même très limitée d'une certaine manière. Et donc, il y a une représentation de la menace iranienne qui est absolument colossale pour les Saoudiens. Et pour l'instant, ils n'arrivent pas à en sortir de ce conflit au Yémen. Moi, j'ai peur que ce soit pour lui, pour le prochain roi, je veux dire, une grosse tâche. La chaussure, le caillou dans la chaussure, en fait. Il va le traîner pendant tout son règne, en fait. Avec tous les massacres, et la famine surtout. Il y a une population affamée. Le choléra maintenant au Yémen. Pour le coup. Alors là, vous évoquez le marketing plutôt favorable en interne. Là, en termes d'image, c'est terrible. Oui, mais ça devait être une guerre rapide, ça ne l'a pas été. Mais je voudrais juste, d'un mot, revenir sur le croissant chiite qui s'est déplacé, parce la diplomatie saoudienne a créé ces 2 dernières années en tous les cas, un croissant anti-chiite. Entre l'Égypte, la Turquie, le rapprochement avec Israël, les pays du Golfe sans le Qatar, vous avez un croissant qui se dessine avec une stratégie extrêmement claire, soutenue par les États-Unis, et qui est la nouvelle politique de Trump, qui est une politique clairement anti-iranienne et anti-chiite. Il vise à affaiblir l'Iran. C'est ce que vous dites. Absolument. Karim Sader, le Premier ministre libanais, Saad Hariri, a démissionné ce week-end. Il l'a annoncé justement depuis Riyad. Est-ce que finalement sa décision était dictée par l'Arabie Saoudite ? Je peux difficilement me prononcer de manière catégorique sur cette question-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, on retrouve le même hyperactivisme du prince Mohammed Ben Salman sur la scène régionale. Alors effectivement, le poids de l'Arabie Saoudite au Liban est très important, notamment auprès de la communauté sunnite, et c'est certain que, il y a fort à parier effectivement que la décision de Saad Hariri a été, on va dire, impulsée depuis Riyad.
Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Arabie saoudite, aujourd'hui, cherche d'abord, enfin en tout cas, le règne que veut marquer le futur roi Salman, c'est d'abord de prendre le contre-pied de la politique régionale qui a été menée par son prédécesseur, par le défunt roi Abdallah, qui était considéré comme beaucoup trop modéré sur le plan régional, notamment vis-à-vis de l'Iran. C'est sous le règne d'ailleurs de Abdallah que a vu le jour ce qu'on appelle donc ce fameux croissant chiite. Et ça a été souligné sur le plateau, il y a eu donc la volonté de la part de l'Arabie saoudite, depuis l'avènement du roi Salman et de son fils Mohammed Ben Salman, donc de créer une sorte d'axe anti-chiite, donc de faire une sorte de contre-offensive. Sauf qu'aujourd'hui, force est de constater que ça a complètement échoué. L'impossibilité en tout cas, l'échec en Syrie de chasser Bachar el-Assad est là pour le montrer. L'Iran aujourd'hui continue d'avoir une importance régionale, une forte influence. Et ce qui est important de souligner, c'est que sous l'administration Obama, l'Arabie saoudite a quelque part subi ce fameux camouflet qui ont été les accords de Genève, donc les accords sur le nucléaire, et cette volonté de main tendue de la part de Barack Obama vis-à-vis de Téhéran, et de créer une sorte d'équilibre dans la région. Sauf que depuis l'arrivée de la nouvelle administration, celle de Donald Trump, on voit un Mohammed Ben Salman donc, qui se sent dopé grâce à ce nouveau revirement de l'administration américaine qui a décidé, donc depuis l'élection de Trump, de renouer avec une rhétorique anti-iranienne qui, je pense, est complètement catastrophique pour la région, et donc de remettre l'Iran sur le banc de la communauté internationale et de la pointer du doigt comme l'État voyou, etc. Je cite donc cette rhétorique américaine d'aujourd'hui. Donc tout ça a donné quelque part à Mohammed Ben Salman donc un boost pour mener une politique offensive. Et aujourd'hui, force est de constater que la marge de manœuvre de l'Arabie saoudite est fortement réduite. Et je pense que, pour revenir à votre question par rapport à la démission de Saad Hariri et donc du Liban, je pense qu'aujourd'hui, le seul lieu où pourrait avoir une confrontation entre l'Arabie saoudite et l'Iran, c'est malheureusement au Liban. Oui, le Liban. Clarence Rodriguez, vous êtes d'accord ? Par une confrontation avec le Hezbollah. Il pourrait y avoir une confrontation justement entre l'Arabie saoudite et l'Iran via le Hezbollah au Liban. C'est ce qui pourrait arriver. Ça va déstabiliser complètement, je veux dire, l'échiquier régional. Ça l'est effectivement, ça l'est déjà. Mais là, effectivement, par rapport à ce qui se passe, ce qui va se passer en tous les cas, je veux dire que l'Arabie saoudite peut être aussi l'instigateur ou l'instigatrice de ce qui va se passer au Liban. Donc c'est encore une fois très brutal de sa part, sa façon justement de revenir sur la diplomatie précédente à MBS. On a l'impression, encore une fois, que ce jeune prince est en train de mettre un coup de canif un petit peu à tout ce qui a été fait jusqu'à présent par les prédécesseurs. Les souverains précédents. Il ne tient pas compte du consensus. Vous savez, jusqu'à présent, les uns et les autres, alors c'est vrai que c'était lent, etc., même dans la politique étrangère. Mais je veux dire qu'on faisait attention de ne pas faire trop de vagues parce que tout cela était vraiment fragile. Et donc on l'a vu avec le roi Feu Abdallah. Je veux dire que il avançait, si vous voulez, mais il avançait lentement parce qu'il savait très bien que cette région était une poudrière. Et là, donc là, tout de même, il relance la poudrière. Il allume la mèche. Il allume la mèche. C'est terrible de penser que le Liban va encore être le terrain d'affrontement des puissances voisines, parce que les Israéliens sont quand même très près. Les Iraniens sont arrivés en Syrie, évidemment. Et moi, je voudrais simplement attirer votre attention sur une déclaration de Nasrallah, le chef du Hezbollah aujourd'hui, qui a dit, c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité, qui a dit la démission de Hariri à Riyad, c'est une atteinte à la souveraineté du Liban. Je veux dire, c'est quand même extraordinaire que ce soit le Hezbollah qui donne au Liban des leçons de souveraineté. Moi, je suis très très inquiète pour le Liban et j'espère qu'on va pouvoir veiller à ce que la situation ne se dégrade pas plus. David Rigoulet-Rose. Oui, effectivement, ça pourrait exploser au Liban ? Le Liban avait bénéficié, lorsque Hariri avait pris la tête du gouvernement il y a un an, il avait appliqué une politique qu'on appelle de distanciation. C'est-à-dire, c'était l'idée de préserver le Liban des affres de la tempête régionale
On voit dans quel état se trouve cette région. Et donc, justement, le Liban, compte tenu de ses antécédents historiques, avait opté, d'une certaine manière, pour cette politique de préservation, avec ce qui avait d'ailleurs conduit Hariri à faire rentrer le Hezbollah dans son gouvernement. C'est bien ce qui lui a été reproché, justement, par Riyad. Et Riyad a envie, là, de couper les ponts, de sectionner tout ce qui peut avoir un lien avec Téhéran. Donc, oui, c'est très préoccupant parce qu'il y a une forme de fuite en avant du prince héritier. Et je noterai une chose, plus il annonce de mesures de réforme en interne, et plus les discours en externe se durcissent vis-à-vis de l'Iran, comme s'il y avait un système de vases communicants et comme si le seul moyen d'éviter une éventuelle opposition chez lui ne pouvait se faire qu'en soudant tout le monde sur la question iranienne. Et on a vu qu'il y a une escalade d'ailleurs, Clarence Rodriguez, en ce moment, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, avec un tir de missile d'un côté, des déclarations de la part de l'Iran très, très dures. Donc il y a une sorte de risque d'escalade tout de même aujourd'hui. Moi, je pense que si vous voulez, c'est pas anodin. Je veux dire, le missile qui a été lancé donc samedi soir, donc au-dessus de l'aéroport donc de Riyad. Excusez-moi, c'est quand même, il s'est passé quelque chose. Attendez, on peut pas passer à côté, je veux dire, de ce missile. Je veux dire, la population, je peux vous dire, la population a très peur aujourd'hui. Là, on assiste en ce moment entre les réformes que met en place le prince héritier, plus ce missile, plus il y a un climat de tension. Ça s'était un petit peu calmé, mais là, il y a une recrudescence et les gens ont quand même peur aujourd'hui. Karim Sader, il y a l'autre volet diplomatique très brutal d'ailleurs dans la région, c'est la rupture des liens avec le Qatar de la part justement de l'Arabie Saoudite. Pour de nombreux adversaires, finalement, Mohamed Ben Salman, c'est l'artisan de cette crise inédite qui fragilise finalement le Conseil de coopération du Golfe. Ça ajoute encore à la tension générale ? Oui, bien sûr, et vous avez raison de parler de ce volet-là. Mais moi, encore une fois, je le lie aux nouvelles relations entre l'Arabie Saoudite et l'administration Trump. Encore une fois, c'est l'œuvre de l'administration Trump, en tout cas de Donald Trump personnellement, parce qu'il faut savoir que la politique enfin, ce que cherche à faire Donald Trump dans la région est souvent tempéré par son secrétaire d'État Rex Tillerson, qui lui a fort heureusement des positions beaucoup plus modérées. Toujours est-il que effectivement cette fameuse visite à Riyad, donc il y a quelques mois déjà, qui a donc donné une sorte de blanc-seing à l'Arabie Saoudite, pour de nouveau se positionner comme le leader de l'axe sunnite et de faire le ménage à l'intérieur de son précaré du Golfe. Et pour cela, il fallait donc faire taire l'émirat rebelle, celui dont la politique étrangère ne convient pas du tout au Qatar, puisque elle ne s'inscrit pas dans la logique de confrontation sunnite-chiite, qui est donc la politique étrangère menée par le Qatar, qui est une politique d'équilibriste, beaucoup plus subtil en tout cas dans la région, et on le comprend compte tenu de la position très fragile du petit émirat qu'est le Qatar. Et donc l'Arabie Saoudite, donc Mohammed Ben Salman, s'est senti donc, si vous voulez, à bénéficier encore une fois de cette carte blanche américaine pour consolider d'abord son pouvoir à l'intérieur de l'Arabie Saoudite. C'est ce qu'on vient de voir ce week-end. Au sein de son précaré du Golfe, c'est ce qu'indique la donc crise avec le Qatar, le boycott, le blocus qui est imposé sur l'émirat du Qatar, et effectivement également sur le plan régional, on le voit maintenant, avec donc quelque part cette volonté d'influencer la scène libanaise en demandant ou en exigeant, en tout cas il est fort à parier que c'est le cas, la démission de Saad Hariri, donc le fils de Rafik Hariri, pour quelque part créer un climat de confrontation, de position frontale face à l'Iran. Et je pense qu'on s'y prépare. Nathalie Goulet, oui, il est belliqueux finalement, MBS. Je crois je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, c'est-à-dire l'espèce de vase communicant entre une position clémente à l'intérieur et un gant de fer à l'extérieur. Mais je voudrais surtout dire qu'il a quand même des moyens d'action, parce que l'Arabie Saoudite a payé 3 milliards d'armement pour le Liban l'année dernière, des Rafales en Égypte, plus des navires, plus. Et donc l'influence de l'Arabie Saoudite est forte sur ce croissant anti-chiite, le même que tout à l'heure. Donc, quand je parlais d'escalade, je pense que sur le terrain libanais, c'est
c'est très dangereux, surtout si les Israéliens qui sont de la partie maintenant, puisqu'il y a un rapprochement qui est officiel, hein, avec, enfin en tous les cas qui est fort avec les Israéliens, qui sont toujours prêts à en découdre. On a là quand même une équation qui est quand même assez périlleuse. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure quand j'ai malencontreusement interrompu mon ami Clarence, c'est que je pense que les Iraniens qui ont inventé le jeu d'échecs vont pas se laisser manipuler comme ça tout de suite. On le voit déjà aujourd'hui. Voilà, je pense qu'ils ne demanderont à personne l'autorisation de défendre leurs frontières, comme ils ont demandé à personne le fait d'intervenir en Syrie et voilà. Donc je pense que le président Rouhani a aussi une partie très difficile à jouer avec ses propres troupes anti-ouverture. Donc on est vraiment sur une poudrière. Je crois qu'il n'y a pas d'autre expression. Clarence Rodriguez, tout de même, les relations entre Trump et MBS sont-elles au beau fixe? Parce que c'est vrai qu'il y a eu cette visite, qu'il a signé un contrat avec l'Arabie Saoudite, mais on avait l'impression tout de même que les relations étaient assez fraîches entre les deux pays. Écoutez, en fait, il faut savoir aussi que l'Arabie Saoudite a été quand même assez déçue par l'administration Obama. Et que depuis que Trump s'est rapproché de l'Arabie Saoudite, ils ont l'impression que vraiment il y a un allié. Et c'est la raison pour laquelle Mohammed bin Salman est allé déjà rendre visite à Trump avant qu'il ne revienne, lui, à Riyad au mois de mai. Mais il me semblait que dans le conflit au Yémen, justement, les États-Unis n'étaient pas forcément tout à fait d'accord. Il y avait des heurts entre les deux. Oui, mais sauf que si vous voulez, les Américains, quand bien même Obama aurait trahi, entre guillemets, les Saoudiens, les Américains ont toujours été, je veux dire, en arrière dans les coulisses. Hein. Je veux dire, il ne faut pas faire le jeu en tous les cas de l'Arabie et des Américains. Donc là, c'est quand même, c'est clair que si vous voulez, le jeune prince Mohammed bin Salman se rapproche de Trump, justement, encore une fois, et je vais le répéter, face justement à l'Iran. David Rigoulet-Rose. Oui, le rapprochement est d'autant plus net que j'ai le sentiment que les 300 milliards de contrats faramineux qui ont été annoncés, c'est d'une certaine manière pour l'Arabie Saoudite une façon d'acheter sa sécurité. Elle était très inquiète sous l'administration Obama. Le nouveau président est dans une culture du deal, du business. C'est très bien pour les constructeurs d'armement américains. Et pour les Saoudiens, c'est une manière de montrer qu'on est un fidèle allié en achetant les produits américains. D'ailleurs, on a pu voir la triste mine des Français au regard des promesses qui avaient été faites, parce que manifestement, on retrouve les tendances lourdes là. Hein. Pour le matériel de guerre, c'est quand même les Américains d'abord. Tout raflé. Oui, matériel de guerre d'ailleurs qui est utilisé de manière parfois inappropriée. On l'a vu avec le Yémen. Et donc, alors ça suscite des tensions ponctuelles avec les Américains qui veulent pas être comptables de ce qui se passe au Yémen. Mais en même temps, il y a un certain nombre de réalités économiques, stratégiques qui pèsent très lourd. Nathalie Goulet, justement, sur ces relations avec la France, je reviens sur Walid Ben Talal, qui est le plus francophile des princes saoudiens, qui lui donc fait partie de cette purge. Quelles sont les relations entre justement RBS et la France, MBS, pardon? Écoutez, moi j'ai eu la chance de le rencontrer longuement l'année dernière. Quand il est passé à Paris, il m'a consacré pratiquement 1 heure, ce qui était quand même très étonnant, parce que je suis quand même un petit sénateur des champs. Hein. C'était royal déjà. C'était royal, oui, je suis assez d'accord. Une entreprise de séduction de sa part? Je ne sais pas, il voulait m'expliquer sa vision 2030. Il voulait aussi m'expliquer les difficultés, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Il y avait un administrateur du Sénat avec moi, donc j'ai des témoins. Il a pris son temps pour expliquer, et moi je lui ai parlé de Badawi notamment, je lui ai parlé de l'image, je lui ai parlé de la peine de mort, du fait que... passer une annonce internationale pour engager des bourreaux parce qu'il y avait un burn-out des bourreaux en Arabie Saoudite, c'était des choses qui étaient inacceptables pour nous. Et je lui ai d'ailleurs... Qu'a-t-il répondu? Qu'il comprenait très bien, mais que ça prendrait du temps, mais que c'était la loi saoudienne et qu'il était souverain chez lui. Ça prendra du temps, donc il n'exclut pas tout à fait de revenir... Pour l'instant, il exclut complètement, mais il dit que n'importe comment, il est souverain chez lui. Voilà. Et on a parlé aussi de l'ouverture à d'autres religions, c'est d'ailleurs intéressant, parce que je lui ai parlé d'une visite du pape, et il m'a expliqué que le roi précédent avait été au Vatican, qu'il avait été reçu, et qu'il n'excluait pas du tout ce genre de démarche. Donc, c'est
c'était vraiment un moment tout à fait intéressant parce que tout le monde le présente comme quelqu'un de très pressé. Et là, il a pris son temps, il avait une phase d'explication et puis il a surtout expliqué ce que faisait sa fondation MISC, qui s'occupe beaucoup du développement, notamment du sport pour les femmes et les jeunes femmes. Donc là, il y avait une bonne raison de vous voir, si je comprends bien. Il a évoqué sa fondation. Carlos Rodriguez, vous avez l'air sceptique en tout cas. Non, moi je pense que ce jeune prince qui est en train de mettre en place pas mal de choses, qui va être le prochain roi d'Arabie Saoudite, il faut quand même pas exclure quand même une donnée, c'est les droits de l'homme. Oui, alors ça, franchement, aujourd'hui, nous avons un jeune blogueur saoudien qui s'appelle Raif Badawi, qui est en train de purger donc 5 ans de ses 10 années, et il a pris aussi 50 coups de fouet. Encore une fois, moi j'en parle souvent, ce jeune, parce que lui aussi, comme j'en parle dans mon livre justement, il est comme Mohammed bin Salman. Il prône les réformes. Ce jeune a voulu prôner, si vous voulez, la liberté d'expression en créant un forum sur Internet. Bon, il a été jeté en prison. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une attente qui est très importante en matière des droits de l'homme. Je pense que une attente, vous parlez à Salman... l'international ou au sein de la société saoudien? Pardon? Au sein de la société saoudienne? Au sein de la société saoudienne. Je pense que s'il a ce geste à l'égard de ce jeune Raif Badawi, il est attendu là. Il est vraiment attendu. Comme les femmes également sont attendues. Enfin, les femmes attendent aussi l'abolition du tutorat. Mais ce sont deux chantiers. Est-il très loin de cette abolition du tutorat? Non, je pense que d'ailleurs les femmes, si vous voulez, attendront moins longtemps, si vous voulez, l'abolition du tutorat qu'elles n'ont attendu, si vous voulez, le droit de conduire. Elles ont attendu 27 ans pour conduire. Là, je pense qu'il ira beaucoup plus vite et j'espère qu'il laissera, si vous voulez, le pied sur l'accélérateur. Et sur les droits de l'homme, il pourrait également évoluer? Écoutez, on l'espère, mais vous savez, dernièrement, il y a eu quand même des intellectuels, des oulémas qui ont été jetés en prison. Donc voilà, si vous voulez, il y a encore des choses à faire dans ce domaine-là. Mais je pense que, écoutez, de ce côté-là, j'ai envie d'être confiante et optimiste. Karim Sader, est-ce que vous êtes confiant et optimiste comme Clarence Rodriguez? Je trouve intéressant, est-ce que finalement, il pourrait remettre en cause le pacte fondateur de 2 siècles entre les Saouds et les Wahhabites? Justement, c'est ce pacte selon lequel la famille régnante a cédé le contrôle du pouvoir religieux en échange de l'allégeance des Wahhabites. Non, très sincèrement, je ne pense pas qu'il puisse se mettre autant de monde à dos. Je crois qu'il multiplie les déclarations, mais je ne pense pas qu'il puisse à la fois se mettre et les milieux d'affaires et ses anciens ou ses rivaux des autres branches de la famille saoud et l'establishment religieux, tout ce monde-là à dos. Je pense qu'il y a des déclarations qui sont destinées à séduire les Occidentaux. Et je crois que tout ça va, ces réformes-là, en tout cas celles qui sont d'un point de vue sociétal, vont prendre beaucoup plus de temps qu'on le pense, à mon sens. Je ne pense pas qu'il peut bousculer autant de pans du pouvoir saoudien aussi vite, en tout cas sans répercussion. David Auguelé-Rose, est-ce que les États-Unis pourraient faire un peu pression sur l'Arabie saoudite, justement, pour qu'il avance en matière de droits de l'homme? Quand on voit les déclarations du président Donald Trump, il ne va pas dans ce sens. C'est pas vraiment son objectif, c'est pas sa priorité, semble-t-il. Ce qui est sûr, c'est que pour rejoindre ce que vous disiez, c'est que ce qui fait l'identité jusqu'à présent du royaume saoudien, c'était 2 piliers. C'était le pilier économique, le pétrole, ça ne marche plus. Et puis c'est la légitimation religieuse, c'est-à-dire par l'établissement wahhabite. Et donc s'attaquer, indirectement avec les réformes structurelles aux problèmes économiques du pétrole et remettre en cause le pilier religieux, c'est beaucoup pour un seul homme quand même. Donc moi je suis un peu perplexe, non pas sur l'éventuelle détermination ou souhait à partir du diagnostic qui est fait, mais c'est plutôt sur la faisabilité et les modalités. Et puis quand d'aucuns considèrent qu'il peut être un roi pendant 50 ans, je suis aussi un peu dubitatif parce qu'il s'est quand même fait beaucoup d'ennemis et donc il y a une fragilité interne qu'on ne peut pas comme ça sous-estimer. Vous avez raison. Il prend des risques finalement. Il prend des risques et n'oublions pas... Trop grands risques. Il prend des risques. Il faut quand même repréciser que cette population saoudienne est quand même majoritairement conservatrice. Elle n'a pas l'habitude d'être bousculée de cette façon-là. Là, ça va trop vite. Je veux dire, en peu de temps, il
il y a eu des changements, et ça c'est Mais historique. la jeunesse le demande, vous disiez. Non mais la jeunesse, alors encore une fois... 70% de la population, Oui, je mais crois, vous savez que saoudienne, dans la, très la jeune. jeunesse, vous avez des jeunes. Attendez, vous avez des jeunes qui sont quand même conservateurs. Comme de la même façon, ce ne sont pas toutes les femmes qui réclament le droit de conduire. C'est une minorité. Il faut être quand même honnête. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut être prudent par rapport à cette population, comme il doit aussi être prudent vis-à-vis des religieux aussi, parce qu'encore une fois, là c'est un coup de canif, donc un coup de sable, comme je disais, dans le pacte de 1744. Voilà, on terminera sur cette parole de prudence. Merci Clarence Rodriguez, merci David Rigoulet-Rose, merci également à vous Nathalie Goulet, merci à vous Karim Sader, et merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.